Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Flora Bernard. Flora est philosophe en entreprise, cofondatrice de l'agence philosophique TAE, dont elle va nous parler durant ce podcast. Durant ce podcast, nous allons parler de comment la philosophie peut nous aider dans le monde du travail et comment l'agence TAE arrive à intégrer des pratiques philosophiques dans le monde de l'entreprise. Bonne écoute! Bonjour Flora, comment ça Bon- va? Bonjour Ali, ça va très bien, merci. Super, super. Donc, je suis très heureux de t'avoir sur ce podcast. On nous a demandé spécifiquement de t'écouter parler sur la philosophie dans le monde du travail. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ce que tu fais chez TAE? Oui, écoute, merci, je me sens très honorée qu'il y ait un intérêt pour la philosophie en entreprise, puisque c'est ce que je fais. Je suis philosophe en entreprise et j'ai cofondé une agence de philosophie il y a presque 12 ans qui s'appelle TAE, avec l'idée que la philosophie pouvait aider les organisations à mieux faire ce qu'elles avaient à faire, à redonner du sens à l'action, à se questionner sur leur action, à mieux travailler ensemble. Quand on a commencé TAE, on s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire philosopher en entreprise. Et pour nous, ça veut dire trois choses. Ça veut dire tout d'abord questionner ses certitudes, questionner les a priori avec lesquels on avance dans la journée et dont on a évidemment besoin pour pouvoir agir et décider, mais qu'il convient une fois de temps en temps de re-questionner. Deuxièmement, c'est argumenter sa pensée, se demander pourquoi on pense ce qu'on pense, pour pouvoir asseoir sa pensée sur des fondements solides et qu'elle ne s'écroule pas au moindre coup de contradiction, si tu veux. Et puis troisièmement, philosopher, ça veut dire conceptualiser, c'est-à-dire s'interroger sur le sens des mots qu'on utilise tous les jours et parfois de manière tellement fréquente qu'on en oublie leur sens. Et donc, ces trois éléments de ce que ça veut dire que philosopher, questionner, argumenter, conceptualiser, ça me semble très important dans les organisations et dans le monde du travail de manière générale pour pouvoir prendre du recul et puis lever la tête du guidon en quelque sorte. D'accord, d'accord. Donc, TAE, c'est une agence de philosophie. Mais c'est quoi ses missions principales auprès de l'entreprise? Est-ce que ça s'adresse aux dirigeants ou aux employés? C'est quoi les missions de TAE? Alors, il y a trois missions qu'on s'est données. La première mission, c'est de proposer des réflexions philosophiques à des dirigeants, des managers, des salariés. En fait, on s'adresse à toutes les personnes qui travaillent. Et donc, on peut être sollicité à la fois par les dirigeants, des comités de direction, mais aussi par des managers. Et nos ateliers peuvent aussi être proposés de manière assez large dans l'entreprise pour qui veut prendre un peu de temps pour pour réfléchir aux enjeux du travail. Donc, la première mission, c'est d'offrir des espaces de réflexion et des espaces de dialogue dans lesquels, ensemble, notre pratique de la philosophie, elle est collective, dans lesquels, ensemble, on va pouvoir penser les enjeux du travail. Concrètement, ça va être des ateliers philosophiques. En général, c'est entre 2 heures et 3 heures et demie, en fonction du nombre de personnes et en fonction de ce qu'on a à faire pendant cet atelier. Et les thèmes, ça peut être autour de la coopération, de la confiance, de la performance, de la qualité de vie au travail. Tu vois, on va réinterroger les grands mots, les gros mots de l'entreprise philosophiquement. D'ailleurs, je me souviens que mon premier atelier, c'était autour de la notion de client. Tu vois, notre client nous avait Ouais. demandé d'animer un atelier philosophique autour de la notion de client. Alors, tu te doutes bien que les philosophes n'ont pas passé énormément de temps à réfléchir et à penser cette notion. Donc là, c'est nous qui l'avons conceptualisée. Et puis, on s'est demandé finalement, qu'est-ce que c'est qu'un client? En quoi Hmm. est-il différent d'un consommateur, d'un partenaire, tu vois, tous les mots qu'on utilise Ah pour oui, oui, décrire c'est très cette intéressant. relation-là. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai que c'est ce genre de notion qu'on entend, enfin, qui est surtout
surtout les économistes qui en parlent, le client, voilà, plus le management, mais on n'a jamais, et c'est une notion, c'est vrai, jamais vraiment pensé de manière philosophique. Qu'est-ce que représente un client, en fait, en philosophie? D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser un client, en fait, par rapport à une entreprise? Bah, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la relation. Hmm, C'est ce qu'il y a, d'accord. c'est ce qu'il y a entre, enfin, je pense que c'est moins intéressant de se demander qu'est-ce que c'est qu'un client ou un consommateur ou autre, que qu'est-ce que ça implique en termes de relation entre l'entreprise et cette personne qui vient acheter des services, des produits, et parfois même qui ne les achète pas, mais qui les utilise, tu vois? Un usager, tu vois? Un D'accord. usager aussi, c'est un autre nom pour désigner cette personne, en tout cas, à qui s'offrent les services. Donc, Hmm, on va réinterroger la relation que l'entreprise souhaite avoir avec ces différents types de personnes. Et c'est ça qui sera intéressant pour l'entreprise. Et donc, elle y verra plus clair dans les différents types de clients qu'elle aura. Et ça lui permettra d'envisager différents types de relations en fonction de ce qu'elle a à vendre et de l'ambition qu'elle a par rapport à eux. Tu vois, le but des d'accord. ateliers philosophiques, c'est de questionner l'action, de questionner ce que fait l'entreprise, la mission de l'entreprise et sa manière de le faire. Donc D'accord. ça, c'est voilà, ça c'est notre première mission, c'est de proposer des espaces de réflexion autour de ces Hmm, enjeux. d'accord. Donc, faire réfléchir les entreprises à ce qu'elles font et essayer de jouer, c'est-à-dire le rôle de la philosophie, d'utiliser la rationalité pour essayer de comprendre mieux euh, nos situations. Ouais, C'est ça. exactement, Hmm, exactement. Pourquoi on fait ce qu'on fait, hmm. pourquoi on le fait comme ça et pas comme ça, tu vois? Mais D'accord. Ouais. après, enfin moi je trouve on fait une place quand même aussi importante à l'émotion. L'émotion a quelque chose aussi à nous dire de ce qui est en train de se jouer Absolument. pour nous. Et donc, ce que je trouve intéressant, philosophiquement, c'est de faire, jouer l'émotion et la raison. Tu vois? Ne pas se laisser submerger, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure en parlant du stoïcisme, mais ne pas se Hmm. laisser submerger par l'émotion, mais quand même lui faire une place. Oui, oui, absolument, absolument, c'est vrai. Surtout qu'on peut vivre des émotions très fortes dans le monde du travail aussi. Ah ben, ça c'est sûr, il y a des sentiments de colère, d'injustice, de non-reconnaissance, mais de joie Absolument. aussi parce qu'une grande partie, des raisons pour lesquelles on va travailler, évidemment, c'est gagner sa vie, mais au-delà de ça, c'est le plaisir aussi qu'on a à faire des choses avec d'autres personnes, à construire des projets communs. Donc quand ça se passe bien, c'est fantastique. Quand ça Mhm. se passe mal, ce qu'on peut voir, dans les entreprises, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance quand ça se passe mal. C'est vrai. D'une souffrance que d'ailleurs on pourrait aussi appeler une souffrance éthique, tu vois, parce que parfois on nous demande de faire en entreprise des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Donc comment on fait pour, tu vois, le dilemme éthique, c'est aussi un sujet sur lequel on peut intervenir. D'accord, par exemple, là, ça me fait penser aux euh, défis environnementaux, hein. Par exemple, Oui, quand on travaille pour une entreprise qui nous demande de faire des choses qui sont clairement contre euh, enfin, pas bonne pour l'environnement, mais et que quand nous sommes aussi très concernés par cette question de l'environnement, etc. oui, le sujet écologique est un sujet de dilemme intéressant. Ce que tu évoques, ça c'est un sujet, mais il peut aussi y avoir, l'entreprise a pris des engagements écologiques forts, mais elle a aussi une exigence business forte. Mhm. Tu vois, une entreprise, elle Oui, doit je quand vois, bien même, sûr. Ouais, voilà, faire du générer du profit, chiffre c'est un peu, d'affaires, c'est ça, voilà. Et c'est donc, son rôle. comment elle fait pour concilier ses engagements écologiques avec les engagements business qui vont pas toujours bien ensemble? Il peut D'accord, y a d'accord, voilà, d'accord. comment est-ce qu'on gère, l'idée qu'une entreprise peut communiquer de manière extrêmement positive Hmm, sur ses ambitions environnementales et puis concrètement sur le terrain, quand il s'agit d'agir, on agit de manière, tout autre, hmm. tu vois? Donc il y a Oui, quelque je chose vois. autour aussi de la mise en cohérence dans les ateliers qu'on propose, de la mise en cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ça je trouve que c'est vraiment important et il me semble que la philosophie est vraiment très utile pour ça. Mhm. C'est questionner nos actions à la lumière
de notre pensée, Oui. et puis de questionner nos concepts à la lumière de nos expériences. Tu vois, j'aime bien Mhm. mentionner l'exemple de la confiance, parce que je trouve il illustre bien cette idée. Ma manière de donner ma confiance ou de la recevoir va être directement impactée par ce que je pense de ce que c'est que la confiance. Tu vois, donc Oui, mon oui, oui, concept je de la vois. La confiance, représentation de la confiance, on voilà, dirait c'est en ça. termes stoïciens, mais oui, c'est ça. C'est ça. Ma Mhm. représentation de la confiance éclaire et influence ma manière de vivre la confiance. Mhm. Oui, Et bien donc, c'est sûr. intéressant, Mhm. pour être concrète dans ce qui se passe dans les organisations. Il m'est arrivé d'animer un atelier sur la confiance et Mhm. chacun a pu déplier ce que voulait dire la confiance pour lui ou pour elle, ou à Mhm. déplier ses représentations de la confiance. Et c'était très intéressant parce qu'à un moment donné, une personne a dit à sa collègue, a dit: «Ah ben d'accord, je comprends maintenant pourquoi tu agis avec moi de telle ou telle manière». Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Parce Ouais. qu'elle avait compris que derrière certaines actions, en fait, il y avait certaines idées par rapport dans la confiance, il y a la prise de risque, est-ce qu'on a besoin Mhm. de preuves, lâcher le contrôle, enfin, tu vois? Il y a tous ces ingrédients, hein. Un concept pour moi, c'est comme un enfin, un gâteau quoi, tu vois? Qui comporte plusieurs ingrédients et donc il s'agit d'aller identifier ces ingrédients et la quantité d'ingrédients que chacun d'entre nous, on va mettre dans ce concept-là ou dans cette représentation-là. Oui, je vois, je Et vois. Mhm. donc Parce l'atelier qu'on a la même philosophie qui sert à notion, ça. ouais, d'accord, je vois, parce qu'on a parce qu'on a le même mot confiance, mais on ne le vit pas et on ne le conçoit pas de la même manière. C'est ça. Mais ça, Donc, c'est sûr. c'est vrai, oui. Et dans le monde professionnel, c'est vrai qu'il y a beaucoup pas des caractères, mais voilà, des personnalités différentes euh, qui vont devoir aller vers un même objectif. Et en fait, parfois, bah, il y a des conflits parce que chaque personnalité va avoir une certaine manière de voir les choses. C'est ça. Exactement. Et le problème, c'est quand tout ça n'est pas explicité. Mais oui, bien sûr, c'est vrai, Mais c'est tu vrai. vois, la machine à café, quand les gens discutent, ils discutent rarement de: «Tiens Ali, finalement, c'est quoi pour toi la confiance?» Non, on va pas discuter de ça, on va discuter de nos vacances, on va discuter de nos enfants, de je sais pas, de ce tu vois, Oui, de choses à mais ce qui est bien aussi, hein, pour moi, ce small talk, en quelque sorte, il est Hmm, vraiment important dans la création de liens. oui, Mais ce serait aussi intéressant qu'à la machine à café, on puisse aussi discuter de ce que ça veut dire que se faire confiance, coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être efficace, par exemple, là oui. aussi, tu vois, c'est quand même des mots Il y qui a- sont importants. oui, c'est sûr. Il y a peut-être un peu plus de temps dans la pause déjeuner que dans le café pour parler de ces Alors peut-être notions-là. la pause déjeuner, ouais. D'accord. Donc, euh, tu as parlé de faire des ateliers en entreprise. Donc, j'imagine que c'est une des manières avec laquelle tu interviens en entreprise. C'est quoi, globalement, les autres les outils, les méthodes que tu peux utiliser pour faire intégrer la philosophie dans le monde professionnel? Oui, alors donc notre première mission, c'est d'offrir ces espaces de réflexion et ça prend la Oui. forme d'ateliers philosophiques. Donc un atelier philosophique, il y a un moment de conférence court moment de conférence, une demi-heure maximum sur le concept en question et puis après on anime un dialogue. Ça, c'est la première manière d'intervenir et notre première mission. La deuxième mission, c'est celle de former et donc notre deuxième Ah, manière d'intervenir, c'est à travers des formations, qui en général, durent, 1 à 2 jours. C'est des formations courtes pour l'instant encore. Aujourd'hui, on propose des formations autour de l'art du questionnement, autour de la prise de décision éclairée, autour de l'éthique de l'intelligence artificielle et quatrièmement, autour du conflit et de la coopération. d'accord, d'accord. Et Et donc qu'est-ce c'est qui, dans ces types d'interventions, qu'est-ce qui euh, attire le plus les gens en fait? Où est-ce que, il y a plus de sollicitations à ton avis, hein, dans ce que tu as vu? Est-ce que les gens sont plus tournés vers comment résoudre des conflits ou est-ce qu'ils sont intéressés par...
Alors, autre les 2 chose? premières formations, l'art du questionnement et la décision, ça, Hmm. on l'a mené pendant 4 ans. On l'a un peu mise en pause Hmm. en ce moment, mais on pourrait la relancer. Avec Marion, Marion Genève, mon associé, on a écrit un livre sur la décision. Donc, ça a été un sujet qui nous a beaucoup occupés. Hmm. Et ça a intéressé beaucoup les gens. Hmm. Parce que quand on est dans le monde du travail et qu'on a plein de décisions à prendre, on se demande évidemment comment prendre la bonne décision. On a tous envie de prendre des bonnes décisions. Mais c'est compliqué d'abord. Ce concept de bonne décision, il est compliqué parce que d'abord, on ne sait jamais vraiment si on a pris une bonne décision ou non. Hein. C'est souvent l'avenir qui nous le dit. Comment on fait compte tenu des informations qu'on a, compte tenu de notre capacité de raisonnement, de jugement, compte tenu de notre intuition. Voilà, comment on fait pour utiliser la connaissance qu'on a pour pouvoir bien décider. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est l'idée d'une décision éclairée. Voilà ce qui est intéressant. Hmm. Plus que la bonne décision, ce qui est intéressant, c'est la décision éclairée, éclairée évidemment par le questionnement, le dialogue, le questionnement de ses représentations, etc. Et donc ça a eu beaucoup de, ça a eu beaucoup de succès parce que voilà, ça intéresse, je pense, tout le monde dans les organisations. Celle sur l'éthique de l'intelligence artificielle, on la propose depuis une petite année maintenant. Donc, on en a fait plusieurs sessions. Ça intéresse un public, à mon avis, un petit peu plus restreint. C'est soit des directeurs de l'éthique, par exemple, c'est des directions aussi des universités d'entreprise. Les universités d'entreprise, en fait, c'est des équipes qui sont chargées de proposer des formations à leurs collaborateurs en interne. Ah, d'accord. Et donc, comme l'intelligence artificielle se déploie à grande vitesse dans les organisations, certaines personnes pensent que c'est important voilà, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se demander comment faire des choix éthiques par rapport à l'intelligence artificielle. Mais je dirais que le public est un tout petit peu plus restreint. Et puis, alors, sur conflit et coopération, écoute, on fait notre première session le 10 octobre prochain. Donc, voilà un petit peu de pub pour cette journée-là. Et pour l'instant, elle suscite beaucoup d'intérêt parce que je pense que le conflit, c'est un sujet compliqué en entreprise. On est plutôt attiré vers le consensus. On n'a pas envie de... Enfin, et en plus de ça, le conflit est chargé, je pense, comme mot. Hein. On pense souvent à un conflit armé. Si on voulait être un tout petit peu plus doux, on pourrait parler de désaccord. En tout cas, c'est Oui. désagréable. C'est désagréable pour nous d'être en désaccord. C'est désagréable pour nous d'être en conflit. Et pourtant, ce qu'on défend, et ce sur quoi on va porter notre journée, c'est que le conflit est nécessaire à la coopération. C'est-à-dire qu'il il est nécessaire de pouvoir s'autoriser à être en désaccord pour pouvoir construire quelque chose de commun. Pourquoi? Parce Oui. que chacun d'entre nous, on a une vision du monde particulière, Mhm. singulière. Et donc, c'est important de pouvoir exprimer cette vision du monde. Et comme on est différent, forcément, à un moment donné, il va y avoir des désaccords. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment faire de la place à ces désaccords et comment faire en sorte qu'ils soient féconds et qu'ils puissent mener à des choses intéressantes et qu'ils ne soient pas Mhm. des fins de non-recevoir. Tu vois, il y a conflit, on ne se Mhm. parle plus. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une très, très grosse question. Parce que, voilà, j'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le conflit, mais j'ai appris que, en fait, c'était forcément nécessaire de faire face au conflit, même avec ses collègues voilà, dans le monde professionnel, pour faire avancer les choses. C'est pas forcément contre eux ou c'est parce qu'ils sont méchants ou parce que il y a voilà, c'est vraiment le conflit fait partie de la résolution de problèmes même. Voilà. Et donc il faut savoir peut-être mieux le mener, mieux le gérer plutôt que l'éviter, parce que l'éviter, au final, peut-être que on résoudra moins bien les problèmes ou pas du tout, ou alors ça créera encore plus de problèmes. Ouais, oui, je vois très bien de quoi tu parles et ouais, je trouve ça très, très intéressant de vraiment s'attaquer à, ce souci-là. En plus de ça, je pense que le conflit, souvent, émerge à partir de représentations erronées qu'on peut avoir les uns des autres. Hmm, d'accord. Tu vois, donc une partie importante de cette journée, elle va se focaliser sur comment déceler les représentations qu'on a
les uns les autres. Et dans les entreprises, il y a différents groupes. Je pense tout simplement aux dirigeants et aux syndicats, par exemple. Ça concerne certaines entreprises françaises où c'est très compliqué de pouvoir discuter parce que chacun défend son point de vue de manière tout à fait légitime. Hein. Et donc, mais chacun a des représentations assez fortes sur l'autre. Et c'est ça qui empêche la discussion, c'est ça qui empêche le dialogue. Parfois, on pense que l'autre nous veut du mal. C'est ça, hein, parfois. Oui, ça. Quand on oui, croit complètement. que en fait, l'autre a non seulement son intérêt en jeu, mais qui nous veut parfois même volontairement du mal, ce qui est parfois insensé, mais c'est, comme tu as dit, parfois une mauvaise représentation des choses. Parce que l'autre a une manière de voir les choses qu'il faudrait comprendre, et peut-être qu'on n'est pas d'accord avec elle, mais il faut d'abord la comprendre pour pouvoir savoir comment ne pas être d'accord avec elle. C'est ça. Pourquoi? D'accord, d'accord. Donc, c'est ça les moyens avec lesquels, d'accord, tu peux intervenir. Et j'imagine que ça ne va pas être simple d'intervenir en tant que philosophe dans l'entreprise. C'est que, voilà, peut-être qu'il y a une mauvaise représentation de ce que peut apporter la philosophie. Mais globalement, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que tu rencontres comme défi lorsque tu essaies d'intégrer la philosophie dans l'environnement professionnel? Alors, c'est vrai que l'attitude par rapport à la philosophie, elle dépend souvent de l'expérience qu'on en a eue, en tout cas pour ce qui concerne la France, et pour ceux qui sont allés jusqu'à la terminale, jusqu'au baccalauréat, elle est grandement déterminée par l'expérience qu'on a eue de cette fameuse année de philosophie en terminale. Alors, si on a eu un prof ou une prof géniale, si on a adoré la philo, en général, on est très content de venir voir de voir un philosophe arriver en entreprise. Si jamais ça a été une année, une expérience de souffrance, on n'est pas très content. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Allons voir d'abord du côté des gens qui ne sont pas contents et des représentations qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qu'on peut critiquer avec la philosophie? On peut critiquer son aspect théorique, abstrait, éloigné des préoccupations quotidiennes. C'est ça en général qu'on reproche à la philosophie. J'y C'est comprends vrai. rien et en quoi est-ce que ça peut m'aider moi à C'est hors vivre ma sol, vie? ouais. C'est ça. C'est hors sol. Et donc c'est vrai que certains philosophes sont hors sol, c'est sûr. Il y a Oui. une partie de la recherche universitaire qui est spéculative. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, bien au contraire, mais qu'elle ne va pas forcément concerner le monde de l'entreprise ou le monde de l'action. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une attirance particulière pour les philosophies antiques et en particulier pour le stoïcisme, parce que pour moi, ce sont des philosophies qui combinent l'aspect théorique, c'est-à-dire l'idée de voir, d'éclairer, avec l'aspect pratique. Ils étaient nombreux, les philosophes de l'Antiquité grecque, à dire que si la philosophie n'était que théorique, elle ne servait à rien. Il fallait que la C'est théorie clair, puisse oui. éclairer la C'est vrai, c'est pratique. vrai. Absolument. C'est à ça qu'elle sert. Donc, voilà, donc du côté de ceux qui sont un peu circonspects, il peut y avoir cette peur d'être hors sol et d'être éloigné des préoccupations du quotidien. Moi, j'ai une expérience de 15 ans en entreprise avant de créer TAE. J'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise, donc c'est un monde que je connais bien. Et d'ailleurs, personnellement, moi, j'ai un souci de se rendre accessible, qui est extrêmement important. La pédagogie est très importante pour moi. Le fait de pouvoir oui, vulgariser au sens noble du terme, ça me semble être une action citoyenne. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a ceux qui sont très contents et qui sont ravis parce que pour eux, philosopher, c'est prendre de la hauteur. Ils associent souvent la philosophie à la sagesse, à Socrate, au questionnement, au fait de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous est présenté. Voilà, donc des philosophes en entreprise, il y en a, quand je dis des philosophes en entreprise, ce sont des amoureux de la philosophie en entreprise. Dans les entreprises, il y en a. Et donc notre job, une partie de notre job, ça va être d'aller les chercher, d'aller les rencontrer. Parce que tu te doutes bien que ceux qui vont faire appel à nous, ce sont des gens qui sont plutôt appétents
pour la Oui, philosophie ouais, et qui donc vont la proposer à leurs équipes, vont la proposer ensuite à d'autres. Mais c'est vrai que depuis 12 ans que j'ai commencé, que je fais cette activité-là, j'ai remarqué qu'il y a quand même de plus en plus d'intérêt pour la philosophie en entreprise. Il y a 12 ans, on me regardait avec des grands yeux en se demandant mais quel est le rapport entre la philosophie et l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que tout le travail de médias et d'associations diverses et variées pour rendre la philosophie plus accessible a fait son œuvre. Et donc, il y a, voilà, il y a un intérêt pour ce moment où on va s'extraire de l'opérationnel pour pouvoir penser ce qu'on fait. D'accord. Donc, venons-en du coup à ce que ça apporte. Enfin, j'aimerais juste. Euh, enfin, il y a la partie managériale, les dirigeants, et il y a la partie employée, qui est, voilà, enfin, je veux dire, on peut être manager et en même temps employé, c'est-à-dire nous, en tant que manager, on peut être nous-mêmes managers. Et je veux savoir, en fait, que ce soit pour les décisionnaires ou les managers, ou que ce soit pour les employés, qu'est-ce que euh, la philosophie peut leur apporter en termes pour l'entreprise et pour les employés? Alors, je dirais qu'il y a un premier élément autour de la décision. Je l'évoquais tout à l'heure. Mhm. Ça concerne les dirigeants, les managers, les employés. Ça concerne tout le monde parce que, quelle que soit l'échelle, euh, enfin, le niveau hiérarchique dans lequel on est placé, on a toujours des décisions à prendre, plus ou moins Mhm. importantes et avec plus ou moins de conséquences, mais on a quand même toujours des décisions à prendre. Donc, la philosophie, premièrement, peut aider à éclairer des décisions. Voilà, par les dialogues qu'elle permet d'avoir, par le questionnement des concepts qui sont associés à ce sur quoi il s'agit de décider. En fait, si tu veux, elle permet de mieux exercer son jugement. Je pense que c'est, Mhm. et là peut-être qu'on peut en venir à un des éléments qui pour moi est extrêmement intéressant dans le stoïcisme et qui intéresse beaucoup les entreprises, c'est la capacité à distinguer ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Oui. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça permet de regagner du pouvoir sur son action. Mhm. Alors, c'est une ligne de crête qui est assez. Enfin, moi, il me semble que souvent, en fait, on se surresponsabilise sur ce qui ne dépend pas de nous, et à contrario, on se sous-responsabilise sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire notre capacité à juger et à évaluer les situations. Mhm. Et on se surresponsabilise sur ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire les événements extérieurs, etc., sur lesquels on passe beaucoup de temps et qui nous prennent beaucoup la tête, comme on dit. Et donc, pour moi, cette capacité à pouvoir distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, elle permet de mieux faire usage de son énergie et de son temps. Et ça, l'énergie et le temps, ce sont deux éléments absolument clés dans les organisations. Enfin, Mhm. moi, je rencontre rarement des personnes qui travaillent dans les organisations qui me disent ah ouais, non, en ce moment, c'est cool, j'ai le temps de bien faire mon travail. J'entends vraiment très rarement ça. J'entends par contre souvent, je suis débordée, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps de bien faire mon travail. Donc le sujet du temps est absolument clé. Et pour moi, la philosophie peut aider à y voir plus clair dans quel usage on fait de son temps. Et là, Sénèque pourra nous être très utile. Tu sais, il disait quelque chose comme, j'ai pas la citation exacte en tête, mais ce n'est pas que nous n'avons pas beaucoup de temps, Mhm. c'est que nous en faisons mauvais usage. Oui. Et donc, ça, c'est intéressant parce que c'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est un peu comme l'argent, hein, le temps. C'est pas qu'on n'en a pas. Enfin, on en a tous des quantités différentes. Mais en fait, la question, c'est quel usage on fait de ce qu'on a. Mhm. Et donc, la philosophie, elle va permettre de pouvoir se questionner sur l'usage qu'on fait de son temps, le bon usage de son temps, pour que ce temps-là soit bien employé. C'est pour ça que je parlais d'énergie et de temps tout à l'heure. Et pour moi, la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, elle permet vraiment de gagner en conscience, de gagner en discernement, de gagner
Oui, en liberté aussi par rapport à sa vie au travail. Elle permet de regagner en pouvoir d'agir et au lieu de subir, de pouvoir reprendre de la maîtrise sur la situation, sur les situations. Sachant que bien sûr, c'est ça qui est intéressant dans ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, c'est qu'on ne maîtrise pas tout, mais il s'agit de bien savoir ce qu'on ne maîtrise pas et ce qu'on maîtrise. Évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 2500 ans, 3000 ans, parce que le monde est quand même devenu un peu plus complexe. Accéléré, c'est clair. Oui, et je pense que la vitesse, en effet, et l'accélération est un des éléments majeurs qui changent la donne, parce que sinon, on fait toujours face aux mêmes souffrances. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment changé dans les relations humaines en réalité. Mais c'est vrai que l'accélération, je pense, est un des éléments qui change radicalement la donne et qui donc rend encore plus urgent le fait de devoir faire ces exercices stoïciens, en fait. D'accord. Et à part le stoïcisme, qui, oui, qui, on le connaît, permet de mieux gérer, on va dire, comment est-ce qu'on appréhende les choses, comment est-ce on va au contact des choses. Et en termes philosophiques, est-ce que tu as recours à d'autres philosophies, par exemple, d'autres philosophes dans le cadre professionnel? Quelles sont les philosophies qui, à part le stoïcisme, qui viennent alimenter et intéresser le monde de l'entreprise? Ah oui, alors bien sûr qu'il n'y a pas que le stoïcisme auquel là j'y faisais référence c'est euh, parce que c'est aussi un podcast sur Stoa Gallica et que moi Bien sûr, et que je trouve que le stoïcisme est d'un grand intérêt. Hein, mais non, absolument. Oui, oui. on va mobiliser en fait les philosophes qui nous permettent de penser les enjeux sur lesquels on va travailler. Donc, je te prends un exemple, par exemple, sur la coopération. En fait, quand on pense à ce que ça veut dire que coopérer, on est en train de se poser la question de qu'est-ce qui fait que des êtres humains décident de faire des choses ensemble. En fait, on est en train de se demander qu'est-ce qui fait que des êtres humains décident de faire société. Dans une entreprise ou dans une organisation, c'est une certaine manière de faire société. Et donc, on va peut-être aller mobiliser Hobbes, par exemple, Thomas Hobbes, qui nous dit Ouais. l'homme décide de faire société parce que sinon, vu que l'homme est un loup pour l'homme, ce sera le foutoir total si Ouais. jamais on ne coopère pas. Donc, tu vois, réfléchir à la coopération, ça vient mobiliser une certaine conception qu'on peut avoir de l'être humain. Mais l'homme est un loup pour l'homme, c'est une conception de l'être humain. Et on C'est sait très ça. bien que quelqu'un comme Rousseau, par exemple, ne pense pas ça. Et donc, on peut avancer dans la vie avec une idée que l'homme est un loup pour l'homme, ou bien que les hommes sont naturellement bien intentionnés Ouais. et qu'ils ont, Ouais. tu vois, et que la coopération est plutôt naturelle. Et donc, voilà, donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction des thèmes sur lesquels on intervient, on va aller mobiliser des philosophes qui nous semblent intéressants. Par exemple, Hannah Arendt sur les notions d'éthique. Qui d'autre sur les notions d'éthique, Emmanuel Lévinas aussi, avec son concept de visage. Le fait d'être face à l'autre. Pour Emmanuel Lévinas, le visage, ce n'est pas l'élément plastique, hein, c'est le fait que en fait, la seule partie qu'on montre aux autres, c'est une des parties de notre corps qu'on montre, c'est le visage. Et donc, c'est la vulnérabilité de l'autre qui m'empêche de faire tout ce que je pourrais faire. Et donc, l'éthique, ça nous permet de penser que l'éthique, finalement, c'est une sorte de retenue. C'est le fait de se dire, je pourrais faire X, Y, Z, mais je ne le fais pas. Je me retiens parce que j'ai un autre en face de moi qui m'oblige, en fait, en quelque sorte. D'accord. Je Voilà vois. quelques exemples sur des thèmes qu'on aborde assez fréquemment dans les organisations. Je suis curieux, est-ce qu'il arrive parfois que des entreprises sollicitent TAE avec une volonté de faire passer un certain message? Alors écoute, j'avoue que c'était ma crainte au début, quand on a créé TAE.
Euh, et ça nous est très rarement arrivé. Mhm. Très rarement, ça veut dire que ça nous est peut-être arrivé 2 ou 3 fois en 12 ans, bon, je trouve que c'est pas beaucoup, que quelqu'un, un client nous ait dit oui, parce que moi, le message que je veux faire passer, c'est ceci, cela. Et donc, nous, notre position, c'est de dire qu'on n'a aucun message à faire passer, que s'il y a des messages à faire passer, ça, c'est à notre client de le faire, c'est pas à nous. On ne peut pas être instrumentalisé pour pouvoir faire passer des messages. Et finalement, philosopher, c'est prendre un certain risque. C'est prendre un certain risque qu'il y ait de la conscience et de la lumière qui soit faite sur un certain sujet, un certain enjeu, et que finalement, il y ait autre chose de tout à fait différent qui se passe, parce qu'une fois que les gens se mettent à penser, eh bien, peut-être qu'ils vont penser quelque chose de complètement différent de ce que l'entreprise souhaiterait qu'ils pensent. Mhm. Mais ça, voilà, je pense que ceux qui s'engagent avec nous, ils le savent. Et si D'accord. jamais c'est pas très clair, on le clarifie. Donc Mhm. non, même s'il y a eu des demandes, en fait, nous, on est assez clair là-dessus. On n'est pas une agence de communication, on est une agence de philosophie. Donc, et on travaille, même si on est rémunéré par les organisations, on travaille pour les personnes. On travaille pour la liberté de penser des personnes et le fait que, voilà, qu'ensemble, on puisse arriver à y voir plus clair. On n'est pas là pour faire passer des messages corporate. Hmm, d'accord. J'y ai pensé parce que quand tu as parlé d'Hobbes, je me suis dit, bah, tiens, une entreprise qui aimerait, qui dirait potentiellement, ah, faites-moi passer le message de Hobbes, qu'il faut se soumettre à un Léviathan, à un grand chef, parce que sinon, en fait, c'est le chaos. Ça pourrait être un message assez vicieux. Bon, j'imaginais bien que c'est pas le rôle de taille. Enfin, ça serait, c'est vrai que c'est plus ce que ferait une agence de communication, comme tu dis. Ça, plus qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message plutôt que Bah, philosophie. alors, je reviens peut-être un tout petit peu sur ce que j'ai dit. Euh, le seul message qu'on pourrait faire passer, mais dans ce cas-là, pour le coup, nous, on est en accord avec ça, Mhm. c'est que l'entreprise euh, soit un lieu de plus grande humanité, tu vois. Mhm. C'est un message humaniste. Oui, oui, c'est Voilà, très c'est ça le noble. message que nous, on veut faire passer. Enfin, ça, je le dis très clairement. C'est ça. Et si l'entreprise souhaite faire passer ce message, ben, on fera passer ce message. Tu vois ce que je veux dire? Que l'entreprise soit ou cherche à devenir un lieu de plus grande humanité ou avec des relations pacifiées, etc., bah oui, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose. Et donc, on va aller dans ce sens-là. Après, tu sais, les entreprises ne nous ont pas attendus pour élaborer des discours idéologiques euh, et avoir recours à des grands penseurs et des philosophes pour cautionner leurs pensées. Oui, Mais en tout c'est cas, ça, vrai. c'est pas notre rôle. Ouais. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que il y avait de plus en plus enfin, de moins en moins de freins à intégrer la philosophie dans le monde du travail. Donc, il y a potentiellement plus un intérêt croissant pour la philosophie dans le monde du travail. Pourquoi, pourquoi ça? À part le fait que, oui, dans la société, on fait plus passer de messages que la philosophie peut être intéressante, que ce soit le stoïcisme au travers de Stoa Gallica ou le bouddhisme ou d'autres philosophies qui peuvent aider à mieux vivre. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a même un intérêt à la philosophie, un regain d'intérêt à la philosophie dans le monde du travail particulièrement? Euh, je pense qu'il y a trois raisons. Il y a quelque chose autour de l'incertitude du monde dans lequel on vit et donc le besoin d'y voir clair. Il y a quelque chose autour de la souffrance en entreprise. Et donc là aussi, de pouvoir dire cette souffrance et de la penser. Et puis quelque chose, et ça c'est très fort depuis le confinement, quelque chose autour du sens au Mhm. travail. Et donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on est souvent sollicité. Euh, Mhm. donc les dirigeants vont faire appel à nous parce que incertitude et comment je fais pour y voir plus clair dans un monde incertain. Mhm. La souffrance au travail
comment est-ce qu'on peut penser, réfléchir à qu'est-ce que c'est que le bien-être dans les organisations, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi est-ce qu'il est lié au travail lui-même, c'est-à-dire à la capacité de bien faire son travail. Le bien-être au travail ou la qualité de vie au travail, c'est pas juste pouvoir avoir des cours de yoga entre midi et deux. Ce qu'on voit en fait, c'est que chacun a envie de bien faire. Et donc la souffrance, elle vient souvent du fait qu'on n'arrive pas à bien faire son travail, pour X ou Y raison. Et donc, voilà, je pense que la philosophie, elle peut aider à penser cette souffrance au travail. Et puis, troisièmement, le sens. Voilà, je pense que comme on a tous vécu une situation assez, voilà, dramatique et inédite, de confinement, de télétravail, voilà, on a eu tout d'un coup un espace pour se questionner sur finalement, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et alors là, soit il y avait un regain de passion, soit tout d'un coup, c'était le vide sidéral. Finalement, ce que je fais n'a aucun sens. Tu sais, il y a eu toute cette discussion sur les métiers essentiels, etc. Finalement, on n'a plus besoin de moi. Que je sois là ou pas, ça ne change pas grand-chose, etc. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai questionnement sur le sens et les dirigeants en particulier se sont beaucoup demandé quel était leur rôle sur cette question du sens au travail. Comment je fais, moi, il y a beaucoup de dirigeants qui venaient me voir en me demandant, mais comment je fais pour aider mes collaborateurs à redonner du sens Avoir à du leur travail? sens. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup et moi aussi je le vois encore plus chez les générations qui rentrent aujourd'hui dans le monde du travail. C'est que, en fait, j'ai l'impression que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter les meilleurs parce que, en fait, euh, l'argent ne suffit pas pour attirer les meilleurs. Il y a de plus en plus de réticence à aller juste trimer pour gagner de l'argent sans aucun sens. Et ça, je le vois de plus en plus jeune, parce que euh, peut-être que moi, ma génération, ou même avant, c'est après avoir voilà, beaucoup travaillé peut-être et avoir ressenti un manque de sens qu'on commence à se questionner de ah mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? J'ai l'impression que la génération qui vient, qui est beaucoup plus consciente de sa psychologie, de son bien-être, de ses besoins, se pose beaucoup plus tôt cette question-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, je ne sais pas en fait. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait une différence générationnelle si importante que ça. Ah oui. Je pense qu'il y a des phases de vie plutôt. Hmm. Alors, peut-être qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui se posent la question du sens, mais pour moi, la question du sens, en fait, euh, comment dire, notre expérience de vie professionnelle, elle a radicalement changé par rapport à ce que pouvaient vivre nos grands-parents et même nos parents. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient souvent une carrière dans un domaine particulier, peut-être 2 ou 3 organisations maximum, parfois même une seule organisation pour toute une carrière. Alors qu'aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est qu'il y a différents temps de vie, parfois des changements de carrière, beaucoup de Hmm. changements d'organisation. Et donc, en fait, il y a des occasions aussi de se re-questionner sur est-ce que c'est vraiment la bonne direction qu'on a envie de prendre. Bon, moi, je suis un mauvais exemple parce que je me suis toujours questionnée sur le sens de mon travail. Et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai voulu justement que le travail soit un espace de sens, hein. J'allais y passer un bon nombre d'années et un bon nombre d'heures. Donc moi, je me questionnais déjà là-dessus. Mais voilà, je ne suis pas si certaine que ce soit juste une question de génération. Je pense que c'est aussi D'accord. une question de contexte. Question de contexte. Je pense que le confinement la crise du Covid a vraiment euh, ouais, rabattu les cartes sur cette question du sens. D'accord, d'accord, intéressant, intéressant. Peut-être que les sources de sens changent, en revanche. Tu vois? Ah oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne sens à mon travail? Et peut-être que travailler pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille, c'était une source de sens. Hmm. Et qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut qu'il y ait aussi un épanouissement personnel ou la sensation de contribuer à une cause qui me dépasse, ou tu vois, quelque chose comme ça. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que euh, avant, peut-être qu'on se posait
par la question que en fait, le fait de déjà gagner de l'argent avait suffisamment de sens pour ne pas se poser question de devoir contribuer à quelque chose de plus grand ou marquer ou avoir un impact, on dit aujourd'hui, avoir un impact sur les choses. Oui, ouais, non, c'est vrai, c'est très intéressant cette discussion sur le sens. Je pense qu'on pourrait avoir un podcast dédié rien que sur ça. C'est sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est super intéressant ce que tu proposes avec l'agence TAE sur la philosophie dans le travail. Et c'est quoi les projets futurs que vous prévoyez dans les entreprises pour ça, pour promouvoir encore plus la philosophie dans le travail? Écoute, on va continuer à faire ce qu'on fait en le faisant du mieux qu'on peut. On va peut-être dédier un petit peu plus de temps à l'écriture. On va lancer cette fameuse journée que j'évoquais tout à l'heure autour du conflit et de la coopération, c'est-à-dire ne pas attendre que nos clients viennent vers nous avec des sujets, mais aussi nous proposer des sujets qui nous semblent intéressants pour faire réfléchir nos clients. Il me semble que c'est aussi notre rôle, c'est d'anticiper aussi un peu les enjeux qui vont toucher les organisations ou qui nous intéressent, hein, tout simplement. Voilà, de manière assez humble. Merci beaucoup, Flora. Merci pour ce podcast. Les gens, évidemment, peuvent aller voir TAE, le site internet, pour solliciter, dans le cas où ils voudraient avoir une intervention de ta part dans leur entreprise, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils peuvent autrement te retrouver? Alors, en effet, ils peuvent aller voir sur notre site internet thae.fr. Ils peuvent me trouver aussi sur LinkedIn. Je leur répondrai avec plaisir. Et puis sur notre site internet, il y a nos adresses mail aussi. Donc, toutes les informations pour nous contacter sont là. Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Stoa Gallica pour ce podcast. Merci, Flora. Merci beaucoup, Ali. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.